Bonsoir tout le monde. Ce soir, on repart sur l'hôpital, on repart sur la pédiatrie, on va même aller jusqu'en pédopsychiatrie avec Adeline. On va parler de ces deux casquettes puisque notre invité aujourd'hui travaille dans deux structures différentes. Donc voilà, je vais vous laisser arriver tous tranquillement. Voilà, bonsoir Sarah. On va attendre que tout le monde arrive comme d'habitude. Tiens, bonsoir samouraï. Voilà, Adeline est arrivée, donc je vais l'inviter. Hop. Demande. Coucou Sarah. Hop. On va en profiter comme d'habitude pour, voilà, je vais vous demander si vous m'entendez bien. Alors, Hey! Olé! et c'est peut-être une des meilleures introductions que j'ai eues. Carrément. C'est magnifique, bravo. Bravo. Je t'en prie. Merci d'avoir assisté à ce live. Au revoir et bonne soirée. Alors Adeline, merci d'être là. Vraiment super, super intro ukulélé. C'était top, top, top. Comment vas-tu? Mais ça va super et toi? Super bien. Écoute, j'ai bien aimé la première fois où tu es venue me parler en me disant je fais un métier fabuleux et j'ai envie de partager, j'ai envie de témoigner. Donc ça fait un petit moment que j'ai ton nom dans mon calepin pour le live. Donc voilà, donc ce soir on est, donc je resitue pour tous ceux qui nous rejoignent, on est avec Adeline, donc qui est éducatrice de jeunes enfants, qui va nous parler de son parcours et qui a donc double casquette puisqu'elle travaille à 50% dans un SSR, un établissement de SSR pédiatrique. Elle va nous expliquer ce que c'est qu'un SSR et donc un hôpital de jour, donc pédopsychiatrique. Voilà, c'est ça. Elle a également travaillé en ludothèque. Voilà, voilà. J'ai tout dit, Ouais, je crois qu'on est bon. j'ai résumé, mais ce sera surtout à toi de nous retracer ton parcours. J'ai mes petites questions en dessous sur mon ordinateur, puisque comme d'habitude, je suis moderne. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et que je connais, d'autres que je ne connais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et à tout moment dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez même parler entre vous, il n'y a pas de problème. On est là, faites comme si on n'était pas là, en fait. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde nous entend bien? Tout le monde nous voit bien? Donc, on a toujours un léger décalage avec le chat, ce qui est normal. Donc voilà, je pense que ça va bien. Si tu m'entends, c'est que c'est bon. Ah tiens, Au top. me suis pas mis en charge au cas où, mais ça peut servir éventuellement. Voilà mes gros doigts. Voilà. Alors, Adeline, est-ce que tu es prête pour ce live? Non, mais allons-y. Les moments de flottement ou les moments où tu ne sais pas quoi répondre, où je te pose des cols et où c'est trop compliqué, tu peux répondre avec une guitare, avec la guitare. Au top, ça me va. Ou alors attention, question suspense, un truc comme ça. Voilà. Alors, donc, première question, toujours la même, hein. Maintenant, vous la connaissez pour les habitués. La première question, c'est pourquoi as-tu voulu devenir JE? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi? Très bonne question. Pourquoi pas? Non, en fait, un peu comme ce que tout EJE va te raconter. C'est vrai que c'est un peu une évidence depuis longtemps de vouloir travailler avec les tout petits. Ce côté un peu, ils apprennent tellement de choses en peu de temps et en même temps, tout passe par le corps, donc c'est toujours une énigme de qu'est-ce qui se passe pour ce petit bout de chou, quoi. Tout ce côté réflexion m'a toujours beaucoup plu. J'ai fait pas mal d'animation, de babysitting, donc ça m'a aussi un peu permis d'avoir cette envie de bosser avec le tout petit depuis longtemps, mais sans savoir que je voulais être JE à la base, parce que au tout début, il faut savoir que je suis quelqu'un de très scientifique. Donc tout ce qui est littéraire au JE, autant te dire que j'y avais pas du tout pensé.
Je voulais être psychomotricienne, en fait. Nous allons appeler notre collègue allopsychomote qui va peut-être venir, je sais pas. Donc, je voulais être psychomote et parce qu'il y a ce côté quand même, à la fois t'as le scientifique du corps de la maladie, mais aussi ce côté un peu psychologique qui me plaît vachement, même si de base je suis pas du tout littéraire, mais c'est quand même un truc qui me plaît énormément. Donc j'ai décidé de passer par la première année de médecine pour tenter le concours de. Ouais, je me suis sentie intelligente, tu vois, je me suis dit, allez, on y va. Donc je suis passée par la première année de médecine parce qu'en fait tu vois une partie des cours de la première année de psychomote. Tu vois aussi des cours où il faut apprendre les champignons par cœur, ça sert à rien, mais bon. Oui, Du coup, ben, voilà. Donc, je suis partie sur première année de médecine et bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça aurait dû se passer. J'étais à 4 places d'avoir au final, voilà. Et donc, c'était la grosse réflexion de me dire, bah, qu'est-ce que je fais après ça? Instit, ça me plaisait bien, mais le côté notation, performance qu'on a dans l'éducation nationale en France me correspondait pas tout à fait. Et en fait, c'est ma cousine, Elodie, qui est peut-être Mélodie qui est peut-être là, je ne sais pas si elle est là. Si tu m'entends, Mélodie, encore merci, c'est grâce à toi, qui est éducatrice spécialisée à la base et qui m'a dit Kilo 3000, peut-être que c'était. ouais. Et donc je pense qu'elle est encore là. Et en fait, elle m'a dit bah écoute, elle est éduc-spé de formation. Elle dit, mais tu sais qu'il existe le métier de d'EJE où tu as quand même ce côté petite enfance, mais il y a un peu tout ce qui te rejoint. Et en fait, c'est grâce à elle que je me suis dit ouais, elle est là. Que je me suis dit bah yes quoi. Allons-y. Et en fait, sur le papier, c'est le métier qui me correspond à 100%, quoi. Donc c'est elle qui te pousse, mais c'est toi qui es en live aujourd'hui. Ouais. Euh, la formation a dû te plaire, puisqu'il y avait aussi des cours de psychomotricité, de soins à l'enfant aussi. Donc la formation de JE, toi, tu y allais direct, tu l'as réussi du premier coup. Comment ça s'est passé ou pas? Alors, mais en fait, après la fac de médecine, j'avais plus trop envie de bosser. Ça m'a un peu dégoûté, cette pression monstre. Donc, j'ai fait une année de prépa pour passer le concours. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette prépa, j'ai eu le concours du premier coup. Hmm. Et à plusieurs endroits, donc j'ai pu choisir en plus mon école. T'es de quelle région? Alors moi, là, je suis du sud-ouest. Ok. J'habite sur Tarbes. Je suis pas très loin des Pyrénées, quoi. Pas très loin de Toulouse. Moi, je connais Voilà. pas. Je connais. C'est ce que je disais la dernière fois. J'ai passé mon adolescence, enfin mes parents. J'étais au lycée à Saint-Orens de Gameville. Mm. Yes. Et maintenant, je suis sur Paris, donc voilà. Mais bon, donc du coup, ouais, je suis rentrée directement en formation initiale du premier coup pour 3 ans, du coup en 2016. 2016, donc diplômée en 2019. Jeune diplômée. Qu'est-ce que tu as pensé de ta formation? Qu'est-ce que ça t'a appris? Il y a des choses qui t'ont marqué? Quels ont été tes choix de stage? Enfin, un petit peu tout. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ma formation parce que l'école où j'étais, on n'était que 15. C'était une petite promo. Ça va. Ouais. Donc autant te dire que ben, sur tout ce qui était, en tout cas en cours, c'était hyper, comment dire, vivant, quoi. Tu vois, c'était des débats en permanence. En plus, c'est une promotion qui s'est ouverte, c'était la deuxième promo, la mienne. En fait, Toulouse a pu ouvrir dans la campagne, en gros, on va dire, ces fameuses 15 places. Et bah, il fallait un peu tout construire. Donc la plupart de nos formateurs, en fait, étaient des intervenants extérieurs qui bossaient dans toutes les structures aux alentours. Donc c'est hyper concret. Et en plus, à la fin du cours, tu pouvais glisser ton CV pour les stages. Donc plutôt cool. Mais c'était vraiment chouette. Et le fait d'être que 15, et puis c'était une école qui avait un peu cette étiquette d'être vachement dans le pratico-pratique. Donc, tu vois, au lieu tout ce qui est les pédagogues à apprendre par cœur, au lieu d'avoir un devoir sur table, ben, en fait, on faisait tout le temps des exposés. Donc, ça te prenait plus de temps que réviser finalement tes cours, parce que tu passais plus d'une semaine à faire ton exposé. Mais bah, tu travaillais en équipe sur tes exposés, tu avais la prise de parole en public, et du coup, tu retiens mieux quand tu vas chercher les infos. Donc moi, je garde un très bon souvenir, en tout cas, du côté vraiment théorie et pratico-pratique Mm. de la formation. C'est là que tu crées aussi du lien et tu te fais des copes de promo en fait. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai gardé toutes mes copes de promo quand on faisait les exposés, quand on faisait les recherches ensemble, quand on faisait. Donc voilà, hein. Il y en a qui nous regardent ce soir d'ailleurs. Salut les filles. Donc voilà.
Mais ouais, c'est sûr que ça crée vachement de liens, non. Et en même temps, quand t'as des embrouilles dans la promo, bon, ça va très vite en cacahuète. Mais il y avait ouais, c'était une vraie famille, quoi, du coup. Donc ça, c'était vraiment chouette. Tu sais que nous, en formation, on était super nombreux parce qu'on était à peu près 120, mais on était séparés en 4 classes. Donc, mais après, nous, on avait des groupes parce qu'on était quand même des grosses classes. Donc, tu avais des petits clans. Donc, c'est vrai que c'était moins familial. Donc, c'est encore autre chose. Et ouais. Donc voilà, après sur mes stages, du coup, alors au début, je n'ai pas eu trop le choix parce qu'il y avait quand même cette envie de l'institution de connaître l'enfant sain, ordinaire. Donc Ouais. c'était les 3 premiers stages en crèche, du Là, tu coup. choisissais. Alors le lieu, oui, si tu veux, la crèche en soi, je la choisissais, mais je n'avais pas le choix d'être dans une crèche et pas, par exemple, en ludothèque ou dans du spécialisé, voilà. Ouais, c'est marrant. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Je crois que c'est la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? C'était quoi la Médiathèque, dernière? c'est la médiathèque. Ah, mais si, oui. Donc oui, Laetitia me disait la même chose aussi. Bah oui, elle était de Toulouse aussi. Mm, ben, c'est Donc, ça. si ça se trouve, vous étiez dans la même école, sans le savoir, mais même année, je pense. Ouais, et puis quand elle y était, c'était pas encore ouvert à Tarbes, là où j'étais, donc elle devait être vraiment dans Toulouse. Moi, Ouais, j'étais à côté. ah ouais, dans Toulouse, ah, parce qu'à l'époque, moi, quand je suis passée, j'avais fait, bon, moi, je l'avais raté. La seule fois où j'ai passé à Toulouse, il y avait encore qu'une école et, et j'avais raté. C'est après que je suis montée sur Paris et j'ai fait toutes les écoles. Mais ouais. Et du coup, donc 3 stages en crèche Ouais, et après, tu peux enfin choisir. c'est ça. Donc j'ai fait ensuite mon stage sur tout ce qui est le DC4, partenariat et compagnie, en ludothèque. Ouais. Voilà, donc ça permettait de voir pas mal tout ce type de projet finalement qui est très très présent en ludothèque. Et mon stage long, où je me suis battue pour aller dans ce stage parce que mes formateurs m'ont poussé au bout de mes retranchements sur mais pourquoi tu veux aller dans le milieu spécialisé? Pourquoi l'enfant handicapé? Et donc je me suis battue pour faire mon stage long en CESAD. Ok. Voilà. Parfait, c'était bien. C'est super. J'ai adoré ce côté, t'as l'enfant qui est en situation de handicap, mais c'est pas non plus du handicap vraiment très lourd. Donc il y a encore pas mal de choses à travailler. Du coup, ils sont en milieu ordinaire, donc tu as le lien avec les écoles, avec les familles que je voyais régulièrement, puisqu'ils les amenaient assez souvent pour les prises en charge. Donc c'était super intéressant, ouais. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est ça, je vous invite à aller voir le tout premier live du coup que j'ai fait en CESAD avec Mélanie, Éduque ta diversité. Mélanie que je retrouverai bientôt pour un autre projet. Voilà, voilà. Et Alima qui nous rejoint. Ouais, ça, il y a du monde hein, ce soir dedans. Du coup, c'est ça, une révélation, un long stage, un super mémoire. Tu te rappelles, oui, sur ton mémoire, tu l'as fait sur quoi? Je l'ai fait sur quand le corps prend la parole, tout ce qui est la communication non verbale, parce que ça me permettait de parler à la fois du CESAD ou bah, de par le handicap, il fallait vachement adapter la communication, ça passait énormément par le corps. Et en même temps, pour pas me tirer une balle dans le pied en parlant que handicap, puisque à la base c'est quand même un diplôme EJE, ça me permettait de faire le lien avec le bébé aussi, le tout petit, qui passe énormément par le corps. Et donc, quand le corps prend la parole, tout ce qui est communication non verbale et la musique qui en fait partie forcément, qui est mon outil phare. Ouais, la musique, c'est important pour toi. Du coup, tu t'en sers au quotidien et tu en fais depuis longtemps? Alors, j'ai commencé la guitare il y a 14 ans à peu près. Ouais, tu Ouais. joues de la guitare, mais tu sais où tu fais d'autres instruments. Alors, je fais d'autres instruments. Je me suis mise au ukulélé il y a 3 ans parce qu'en crèche, amener la grande guitare, c'est super intéressant, mais c'est pas pratique. Et le ukulélé, ouais, Ouais. Ouais, moi, je sais pas jouer d'un instrument. Enfin, si, je sais faire du piano parce que du coup, j'ai l'oreille absolue et du coup, j'avais appris à jouer à l'oreille toute seule. Mais j'ai jamais développé le truc, j'ai arrêté. Par contre, je suis imbattable au blind test. Il y en a qui sont là, qui peuvent confirmer qu'il me faut 2 secondes pour retrouver une musique. Bref, mais j'aurais trop aimé faire de la batterie. Mais alors ça, pour l'amener en crèche. Mais le ouais. ukulélé, ouais, je t'envie. Et c'est vrai que j'aurais, si j'ai m'étais lancé là-dedans, ouais, c'est le genre d'outil, d'instrument que tu peux te balader à droite, à gauche. C'est hyper fun. Rien que voir l'introduction, hein, mesdames qui nous joignent, vous avez raté l'introduction au ukulélé d'Adeline. Donc si vous êtes sage, peut-être qu'elle nous refera un petit truc. Oh, on devrait faire un blind test au ukulélé.
Je peux faire que les comptines au ukulélé parce que Oui. c'est quand même voilà. Attention, peut-être qu'en fin de live, on fera un blind test au ukulélé. Peut-être que je prendrai personne du chat et on sera trois. On va s'affronter. Et Adeline, elle nous fera le ukulélé. Trop bien ce live! Oh là là. Ça va être trop bien. Puisque toi, tu gagnes. Ouais, je sais par contre. Mais bon. Dans quoi je m'embarque? Non, non. Mais on fera que si tu as envie. Mais je suis chaude. Je suis chaude. Ça va être trop bien. Je suis à fond. Parce que je réclame un blind test depuis longtemps à des collègues, à un collègue ES, voilà, dans son émission, et il ne veut pas. Donc voilà, j'attends, parce qu'ils n'ont pas les droits des musiques. Donc je suis désespérée. Où en suis-je de mes questions? Du coup, diplômée, Ouais. magnifique. Et donc tu choisis de partir vers quelle structure en premier lieu? Alors, mon premier lieu de travail, finalement, a été une crèche au nord de Toulouse, parce que c'était la première opportunité que on n'arrêtait pas de nous dire en formation, bah EJE c'est super, mais des postes il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai vu une annonce, je me suis précipitée et j'ai été prise dans une crèche. C'est-à-dire qu'il y a des postes, mais ailleurs qu'en crèche, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, tout à fait. Et puis ça dépend où. Dans les grandes villes, oui. Tu vois, Toulouse, j'ai trouvé. Donc j'ai dû m'éloigner de ma petite campagne en bas des Pyrénées parce que c'était plus compliqué de chez moi, en tout cas vers Pau, Tarbes, de trouver. Tout le monde est tellement bien au pied des Pyrénées qu'ils ne veulent pas partir, forcément. Oui, c'est sûr. Mm. Du coup, la crèche redécouverte et tu y restes longtemps. Comment t'arrives à comment dire? J'irais là, tu sors de l'école et voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour une première prise de poste du coup? Alors c'était très compliqué d'enlever cette casquette stagiaire et de passer à ben, je suis professionnelle EJE. En plus, je suis arrivée dans une équipe où c'était assez compliqué. On m'a un peu foutu là, allez, débrouille-toi. Parce que j'avais un bagage en fait dans l'animation avec beaucoup de management d'équipe que j'avais déjà eu fait et tout ça, mais pas en tant que EJE en crèche, c'était plus dans l'animation. Donc on s'est dit bah tiens c'est super, même si elle est jeune diplômée, elle a ce bagage, donc pouf on la fout dans cette équipe un peu compliquée. Et donc bah ça a été une grosse claque. Et Ouais. ça, je m'en cache pas de le dire parce que, tu vois, il y a eu des stages qui sont bien passés et c'est chouette, mais il y a des stages qui s'étaient mal passés et comme là, ma première prise de poste, et je trouve ça important de l'avoir en tête, de se dire que ben c'est pas toujours tout rose, que des fois ça se passe bien dans des équipes et dans des institutions et des fois ben ça peut être compliqué. Mais pour autant, ben ça veut pas dire qu'on est nul parce que moi je me suis beaucoup remise en question que ben au bout d'un mois et demi, j'étais limite en burn-out de me dire bah merde, qu'est-ce que j'ai foutu à être là quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait non, c'est juste que cette institution-là, cette façon de fonctionner là correspond à quelqu'un mais pas à moi. Donc, voilà. Ça nous arrive souvent, on a déjà abordé ce sujet dans un live et c'est vrai que voilà, on a beaucoup de stages et aussi de lieux de travail quand on sort de l'école ou même en général quand on travaille, on a souvent des phases où on se demande ce qu'on fout là. Voilà, et c'est l'occasion pour moi de rebondir en vous disant que très bientôt il y aura un live interactif qui s'appellera les stages pourris. C'est officiel. Donc, dans ce fameux live de stage pourri, vous serez tous et toutes invités à partager avec nous, que vous soyez EGE ou pas, ou étudiant ou pas, n'importe quelle profession, à nous faire part de vos stages pourris et ou vos expériences pro pourries également, pour qu'on en parle et qu'on mette ça en commun et qu'on se dise ouais c'est possible, ça arrive et c'est pas grave et ça nous forme. Donc voilà. Du coup, t'es pas resté longtemps alors, si déjà au bout d'un mois et demi, c'était la cata. Mais en fait, au bout de 2 mois, ma période d'essai, en fait, j'ai décidé de pas rester. Donc à la fin de ma période d'essai, du coup, je suis partie. Et en fait, ça tombait bien, c'est que quelques semaines avant la fin de ma période d'essai, j'ai vu une annonce dans une ludothèque qui cherchait, mais que à mi-temps. Mais bon, j'ai eu la ludothèque au téléphone et c'était bon, ils me prenaient, mais que à mi-temps. Donc je cherchais, et là, opportunité, je ne sais pas, le destin ou quoi que ce soit, le SSR pédiatrique qui recherche une JE à mi-temps. Donc au top. Du coup, ouais, mi-temps SSR et mi-temps ludothèque. C'est quoi un SSR? Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire établissement de soins de suite et de réadaptation.
On va en parler aussi. Est-ce qu'on fait un point rapidement sur la ludothèque? Euh, Moi, j'ai toujours pas trouvé de jeu en ludothèque hein, pour mes lives. SOS, aidez-moi, n'hésitez pas. Hein. Ludothèque, jardin d'enfants, j'ai pas trouvé. Ok? Alors, envoyez-moi vos collègues, s'il vous plaît. Voilà. Mais ouais, moi, je veux bien. Aller 2 minutes sur ton rôle en tant que JE en ludothèque. Ça m'intéresse et je pense que ça intéresse aussi ceux qui nous regardent. Et après, on passera, bien sûr, sur tout ce qui est pédopsychiatrie et psychiatrie et pédiatrie. Voilà. Alors, ludothèque, faut savoir que je suis tombée dans une ludothèque très rurale qui du coup avait cette envie de, il y a en tout cas une ambiance très familiale où tout le monde se connaissait et du coup bah, les parents avaient envie de discuter, avaient envie d'accompagnement, avaient envie venaient avec plaisir et du coup ben c'était un réel plaisir de pouvoir accompagner les parents à choisir les jeux pour leurs enfants. Donc du coup, j'étais vachement là-dedans sur bah, aménager la ludothèque avant qu'ils arrivent, tu vois, pour qu'ils se fassent waouh, c'est extraordinaire ce qui s'y passe. D'ailleurs, j'ai une vidéo si tu veux où je fais du petit coussin sauteur là, ballon sauteur là, c'est sympa. Ouais. C'est magnifique. Ta page? Je crois pas que je l'ai mis. Pourquoi je regarde, tiens, peut-être pas. Mais Non, en tout cas, tout ce travail d'aménagement. j'ai pas eu la vidéo du ballon sauteur pour mettre dans mon teaser. Je suis Fallait faire un choix. Figure-toi que j'ai hésité, mais il fallait faire un choix. Il y avait trop de trucs. J'ai hésité. Donc ouais, c'était beaucoup ce travail d'aménagement de l'espace. Donc comment tu aménages pour que ça corresponde aux besoins, surtout qu'on avait beaucoup de petits qui venaient dans cette ludothèque. C'était très petite enfance. Donc comment tu aménages cet espace, comment tu les accueilles. Et après, ben, c'était discussion avec les parents. Donc je faisais presque du live parfois, tu vois. ouais. Dans ma façon en tout cas d'être, c'était pas un live, mais ça donnait presque cette impression. Et comme c'était les mêmes locaux que le relais d'assistante maternelle, il y avait des matinées où des fois je n'avais que les assistantes maternelles et donc bah, c'était intéressant aussi d'accompagner ces professionnels dans leur professionnalisation et en tout cas au contact des jeux auprès des enfants qu'elles accueillent, quoi. Je comprends que ce soit génial pour une jeune diplômée, quasiment une première prise de poste, on va dire une deuxième prise de poste. Ouais, ça doit changer la vie, je pense. Au niveau de l'accompagnement, au niveau de là où on travaille vraiment, ouais, ce qui est individualisé, l'aménagement de l'espace, ça doit être vraiment super riche. N'hésitez pas à poser des questions, hein, vous qui nous regardez ce soir. Je regarde qui c'est qui est là encore. Nous avons Educœur qui est là et Educœur qui seront avec nous pour un prochain live où nous voyagerons autour du monde bientôt. Ça va être trop fun. Et Alima est partie alors qu'elle sera bientôt en live avec moi, live sur la protection de l'enfance. Ludothèque, donc ça y est, tu es donc passé, tu étais à 50% en ludothèque, 50% en SSR pédiatrique. On embraye sur la pédiatrie. Allez, si tu veux. Et après, à tout moment, tu nous expliques quand est-ce que t'es passé en en âge pédiatre de jour. Hein, je te laisse gérer. Donc voilà. Donc là, tu repars à l'hôpital, en fait. C'est ça. Donc attends, je prends ma petite fiche pour pas te dire de conneries sur les maladies parce que j'ai préparé mon truc quand même. Alors attends, ça on a déjà fait. Hop, hop, hop. C'est du Oh, sérieux. tu m'as pas demandé tout ça. Hop, hop, hop. Mais je te demanderai plus tard. Hein, c'est vraiment, je ne suis pas mon ordre de questions. Mais c'est très bien, ça me va. Donc, établissement de soins de suite et de rééducation. Je m'en étouffe. Celui où je travaille. Vas-y. Pourquoi tu as eu envie d'aller là? Et pourquoi pas? En fait, Ah, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ok, développer. non, parce que non, j'ai pas fait comme ça mes oraux d'entrée à l'école de JE à l'époque, hein, heureusement, mais c'était ce côté soin, handicap de l'enfant, l'accompagnement dans le soin qui finalement me plaisait depuis le début, notamment avec cette envie d'être psychomotricienne au tout début, tu vois, donc petit lien avec l'avant.
Et puis parce que ça me permettait aussi, en tant que jeune diplômée EJE, de rentrer dans le monde du handicap, ce qui n'est pas évident même quand on a fait son stage long et qu'on a vraiment cette envie. Au tout début, quand on est jeune diplômé, c'est pas forcément évident. Et ce qui est normal, on demande d'avoir un bagage, et ce qui est tout à fait entendable. Donc c'était aussi l'occasion d'avoir un pied là-dedans, quoi. Donc je suis rentrée chez eux, ça fait 1 an et demi maintenant que j'y travaille. Mhm. C'est un SSR qui est pédiatrique parce qu'il est spécialisé quand même pour l'enfant, donc de 0 à 18 ans. Il y en a très peu en France, donc nous on a des enfants qui viennent d'un peu partout parce Ouais. que là, dans le sud-ouest, on est les seuls à avoir cette étiquette-là. Il y a d'autres SSR mais qui sont pas pédiatriques comme nous on fonctionne. Tu vois, pour te donner une idée, celui dans lequel je suis, qui est géré par la Croix-Rouge française, il y en a que 6 en France. D'accord. En fait, le but un peu de ces établissements, c'est d'apporter un peu des soins médicaux et de rééducation aux enfants, Mhm. mais pas que, parce que c'est très varié. Tu vois, il y a aussi donc il y a des infirmiers, des aides-soignants pour le côté vraiment soins avec des pédiatres. Il y a les kinés, ergothérapeutes, psychomotes, orthophonistes pour le côté rééducation. Ok. On a une institutrice spécialisée dans l'institution qui permet du coup d'avoir ce côté un peu scolaire pour les enfants, soit en donnant des cours, soit en faisant le lien avec les écoles ordinaires. Et après, donc, on est quelques éducateurs. Je suis la seule EJE de Ouais. l'établissement. Ouais. Il y a Et, combien et d'enfants, combien d'enfants vous accueillez à peu près alors, on est répartis sur 4 services. On doit avoir, attends, je calcule, 2, 4, peut-être une cinquantaine d'enfants au total, Ouais, à peu près. 50. Ok, d'accord. Il reste, il y a une fréquence ou une régularité ou reste combien de temps? Comment ça se passe, tout ça? Alors, c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a un peu de tout. C'est non, t'as autant du long séjour. Après, normalement, ils restent pas normalement toute leur vie. C'est un peu un établissement de transition. Alors, ça peut être pour des enfants. Alors, c'est principalement du polyhandicap, des enfants en fauteuil roulant qu'on a, qui ont des maladies des muscles, des myopathies principalement, mais pas que. Mais après, je te ferai un peu la liste des maladies, un peu plus concrètement avec qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on. Mais donc, ça peut être en attente d'être orienté dans des institutions spécialisées pour eux. D'accord. Donc des fois, ils peuvent rester quand même 4-5 ans, ça peut. Hmm. Ah ouais. C'est Et long, après, c'est long les démarches quand ils attendent. Ouais, ok, d'accord. il y a parce que c'est long et il y a aussi parce que bah, des fois, au tout début, on les accueille tout petits et qu'on n'est pas encore sûr de comment va évoluer la maladie et de est-ce qu'on les oriente dès maintenant en institution ou pas. Parce que aussi quand t'es tout pitchoun, que t'as 3 ans et que tu commences à avoir un souci avec tes muscles, te mettre directement en institution spécialisée pour polyhandicapés, c'est compliqué. Ok. Donc c'est un peu une transition. Et après, on fait beaucoup aussi de post-opératoire. Donc des enfants qui restent des fois 2 semaines, des fois 6 mois selon l'opération, qui ont soit des opérations parce que d'être en fauteuil roulant, ben au bout d'un moment, c'est une position qui fait que ben, ta hanche elle se décale. Donc tu as une opération de la hanche, tu as une opération, je sais pas, du tibia, tu vois. Donc du coup, ils se font opérer à l'hôpital et viennent chez nous en transition pour se rééduquer, pour les soins. Et un peu, moi j'aime bien dire que c'est une institution qui te permet de reprendre vie un peu parce que tu vois, tu as vécu l'hospitalisation qui des fois est plus ou moins sympathique. Et tu as ce sas un peu de transition où bah, nous, avec les éducs, on est là aussi pour apporter un petit peu de fun dans leur journée, que les infirmières sont super chouettes avec eux, qu'il y a tout sur place. T'as même l'école pour ceux qui sont en école ordinaire où l'instit fait le lien et continue le travail, etc. Après, tu vois, ça peut être des petites opérations où il reste pas longtemps. Le gamin, je sais pas, il s'est fait renverser par une voiture. Du coup, il s'est cassé le bras. Il a le bras plâtré, donc il est resté à l'hôpital. Mais bon, rester que à l'hôpital, ils peuvent pas s'occuper d'eux comme nous on peut s'en occuper parce qu'ils ont d'autres choses à faire à l'hôpital. Donc on les a en transition. Ça peut être ça, tu vois. Voilà. D'accord. Donc, ça peut être de l'accident ou le truc un peu, voilà, provisoire jusqu'à la pathologie, quand même hyper Mm. voilà, handicap assez important ou polyhandicap. Oui, plutôt lourd quand même. Mm, mm. Ok, très bien. Voilà. Bien, très bien. Oui,
est-ce que tu veux parler déjà de du coup ton quotidien dans ce lieu-là ou des maladies rencontrées? Ouais, moi je te propose que du coup, maintenant que j'ai expliqué à quoi ça sert, mais grosso modo, j'ai un peu parlé là de qu'est-ce qu'il y a comme type de pathologie sur le côté polyhandicap ou post-op, mais je peux, si tu veux, rentrer un peu plus en détail sur certaines pathologies rencontrées. Et après, du coup, si tu veux, je te déroule ma journée type. J'ai pris mon petit emploi du temps de la semaine. Allez, c'est bon, vas-y, je regarde. Allez. Alors, en termes de maladies, donc c'est principalement des myopathies, donc c'est des maladies génétiques qui font que bah, ton muscle progressivement il te lâche, plus ou moins rapidement, selon l'atteinte et selon les enfants. Voilà. Alors je me suis noté le terme technique, mais en fait en gros c'est une anomalie d'un des gènes qui produit les protéines qui te permettent que tes muscles fonctionnent comme il faut et restent en vie, en gros. D'accord, ok. Donc voilà, ça peut être de naissance pour certains. Dès tout petit, tu peux déjà voir que ça va pas. Et il y en a d'autres, parce qu'on en a eu, qui au début ça va très bien et qui déclenchent ta maladie plus tard, vers 8 ans, vers 14 ans. Et du coup, bah, à ce moment-là, nous on les récupère aussi là, le temps de cette transition, de cette maladie qui s'installe et de les aider à accepter un peu ce qui se passe, les soins et comment rester autonome malgré tout ça, surtout quand tu as déjà été autonome avant. Donc ça c'est un peu parfois compliqué pour les enfants et pour les parents aussi. Ce côté, tu l'as été avant, ordinaire, entre guillemets, autonome, et là, comment tu fais avec tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Après, on peut avoir des trucs un peu plus techniques, tu vois, genre le syndrome d'Angelman, c'est plutôt mignon. Là, c'est tu vas avoir un retard moteur très sévère, donc ça va être un enfant qui va pas marcher de suite, ou voire peut-être jamais, on ne sait pas. La particularité de cette maladie, c'est que c'est des enfants très enjoués. Donc, tu vois, c'est une petite qui a tout le temps le sourire, qui rigole tout le temps sur son fauteuil, même si elle ne parle pas, qu'elle marche pas. Elle est pleine de vie, pleine de joie. Donc, tu vois, il y a des maladies quand même comme ça, ils ont ce petit truc. Hum, Voilà, après ça peut être, on en a par exemple qui ont pu avoir une tumeur du cerveau petit qui a été enlevée, mais où il reste encore quelques séquelles. Pas mal aussi de séquelles de prématurés, parce que quand on est prématurément, ben tout s'est pas encore bien formé et du coup ben ça peut, on en a pas mal qui vont en gros retard de développement, qui ont beau avoir 8 ans, elles commencent à peine à marcher, tu vois ce genre de pathologie aussi. Trisomie 21. mhm. Voilà. Après, on a d'autres maladies d'un gamin, par exemple, où lui, au début, tout allait bien. Et en fait, c'est une protéine qui fait que ben, progressivement, la plupart de ses fonctions, en tout cas au niveau de son cerveau, ont pu se dégrader. Donc, il a pu devenir aveugle progressivement. Ça peut être des choses comme ça. Ou voilà. Il y a un peu de tout, quoi. Et des fois, des accidents de la vie. Euh, je me permets de parler de tout parce que c'est important. Si un cas où il y en a qui veulent être en stage dans ce genre d'établissement où ils travaillent, c'est bien de le savoir, mais ça peut être aussi des accidents de la vie. Des enfants qui, par exemple, malheureusement, est allé se baigner et a pu se noyer. Il n'a pas été ramené assez tôt pour que le cerveau ait assez d'oxygène et que tout refonctionne bien. Donc il y a aussi, tu vois, ça peut être ce genre de choses, quoi. Mais justement, Nolwenn, elle disait quelque chose d'intéressant, qu'il faut se préserver, que ça doit être difficile parfois. Comment on se préserve en tant que professionnel de ce genre de situation, de drame en fait? Mm. Mais déjà en parlant en équipe, Mhm. avec la psychologue aussi de l'établissement. Pour moi, ça a été un grand soutien au début sur Ouais. plein de choses, mais autant pour les enfants que pour les équipes, pour pouvoir prendre sa place et prendre ce recul aussi auprès de ces pathologies-là. Après, c'est aussi, il y en a qui, je sais qu'ils pourraient pas, tu vois, j'ai un collègue EJE qui travaille en protection de l'enfance, il pourrait pas le handicap et moi à l'inverse, je pourrais pas la protection de l'enfance. Je sais pas, des fois c'est un truc aussi je sais pas pourquoi j'ai cette vision qui fait que j'arrive un peu à m'en détacher. Et après, parce que je libère beaucoup, quand je rentre, tu vois, le sport, la musique. Et même dans mon quotidien, je suis pas vraiment que dans le soin. Je vois l'enfant. Oui, il y a une pathologie qui fait que ben, quand je vais faire de la peinture, quand je vais faire de la musique, je vais adapter mes outils pour qu'ils puissent les attraper malgré son handicap. Mais pour autant, ben, je passe mon temps à faire de la musique au milieu des enfants et à leur raconter des blagues. Donc du coup, je vois moins la pathologie. C'est quand des fois je me pose et que je relis le dossier de l'enfant pour faire toute la synthèse éducative et compagnie, où là je me dis ah ouais c'est vrai. Mais je suis tellement sur l'enfant en fait. C'est ça, tu les vois comme les enfants, comme des enfants avant tout. Mm. Dans...
Oui, le fait que ce soit des enfants, quoi. Normal. C'est ça. Ça aussi, tout à l'heure. Ok. Et du coup, moi j'avais noté, tu disais donc qu'il faut accompagner ces familles-là quand elles doivent faire du coup le deuil de l'enfant sain, entre guillemets. Comment ça se passe comment on se positionne en tant que JE pour accompagner des familles comme ça? Très bonne question. C'est pas toujours évident. Après, ça reste un parent que tu accueilles qui a des questions, qui c'est juste que ben des fois c'est pouvoir parler avec ce parent pour qu'il libère. C'est beaucoup d'écoute, des craintes, des fois de l'énervement du parent qui se dit mais pourquoi ça, pourquoi moi? Donc c'est pouvoir les écouter énormément, les mettre en confiance pour qu'ils puissent tout libérer et qu'ils puissent un peu comprendre aussi que ben des fois c'est pas de leur faute quoi. C'est comme ça malheureusement et oui ça vient d'eux mais ils y étaient pas pour grand chose sur ça. Et après beaucoup de soutien de la psychologue et des médecins pour tout ce qui est un peu plus technique parce que du coup le médecin de poser des termes techniques sur les maladies ça aide et moi derrière je vais faire des activités avec l'enfant et partager ça avec le parent pour l'aider un peu là-dedans en se disant bah ouais mon enfant il sait faire des choses, mon enfant là il m'a fait une super peinture et voilà il est capable de faire plein de choses malgré son handicap, donc c'est aussi pouvoir donc beaucoup les écouter pour les rassurer, m'appuyer sur le reste de l'équipe, notamment médecin et psychologue pour aider un peu là-dedans et montrer aux parents que son enfant il sait faire plein de choses. Ok, parfait. J'ai des réactions dans le chat. Il y a Océane demande c'est quand le JE en MAM, en maison des assistants maternels. Alors la personne qui devait intervenir, enfin, s'est décommandée. Enfin, disons qu'elle avait pas vraiment envie de faire un live. Donc du coup, j'ai plus de JE qui travaillent en maison d'assistants maternels. Donc je lance une bouteille à la mer. Et voilà, pour l'instant, je sais plus d'actualité. Et du cœur demandait est-ce que tu as bénéficié de formations pour t'accoutumer aux différentes pathologies? Parce qu'il est vrai que nous manquons de modules dans la formation de JE sur le handicap, etc. Selon moi, effectivement, on aborde souvent ce sujet-là quand on parle de l'enfant en situation de handicap. Eh ben, alors déjà, j'ai eu quand même un peu de chance sur ma formation de GIE, c'est qu'on a pas mal de GIE dans le secteur, là où je suis, qui travaillent dans le milieu du handicap et qui ont accepté de venir témoigner. Donc finalement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cours sur la formation de GIE, mais personnellement, sur ce que j'ai quand même eu 2 semaines où on a parlé du handicap et où finalement, en fait, tout ce que tu abordes sur tes 3 ans de GIE, je trouve que on te donne des petits éléments et après c'est toi selon qui tu veux être et ce que tu veux développer, ben finalement tu vas aller plus loin sur ces sujets-là quoi. Donc oui, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même des choses. Après, le fait d'avoir fait d'abord l'année de médecine avec les maladies pour pouvoir être psychomotricienne, il y avait déjà des maladies que je connaissais, où j'avais eu des cours d'anatomie et tout ça. Donc c'est déjà des notions que j'avais et après je n'ai malheureusement pas pu faire de formation sur mon lieu de travail. C'était pas faisable à ce moment-là. Donc ça a été se former sur le tas, rencontrer ça aussi ça a été ma première rencontre avec les enfants sans savoir vraiment ce qu'ils avaient. Ben comment tu fais cette première rencontre? Comment tu leur donnes un pinceau et tu vois que pour l'instant c'est un peu un flop. Donc comment t'adaptes tout ça et après c'est le médecin beaucoup qui m'a aiguillée là-dessus. Puis il y a beaucoup d'outils informatiques dans ces milieux-là où tu as tout le dossier de l'enfant médical. Donc c'est aussi en passant par là et en allant me documenter sur tout ça, quoi. Voilà, je suis là. Je- J'arrive plus à toucher mon écran. Ah, Mais du coup, en quoi le jeu, elle a sa place dans ce lieu-là, selon toi? Qu'est-ce qu'il y a par le de plus que, enfin, de différent qu'une autre profession? Je vais aller allumer la lumière pendant que tu réponds. ce qu'il y a de différent en plus, en tout cas, je trouve, c'est peut-être un autre regard, le regard enfant. Tu vois, vraiment voir l'enfant et pas voir la pathologie. Mais c'est là où c'est complémentaire avec mes collègues du soin et de la rééducation qui voient la pathologie. Ben, eux vont m'apporter sur la pathologie. Moi, je vais leur apporter sur l'enfant, sur comment l'enfant se développe et tout ce qui peut se passer sur le jeu de l'enfant. Ouais. Donc là, tout ce qui est l'aménagement de l'espace, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans ma formation de JE et en plus en bossant en ludothèque. Et c'est quelque chose que mes autres collègues n'avaient pas, en tout cas sur ce lieu-là. C'est pas quelque chose auquel ils pensent. Donc c'était amener d'autres aménagements de l'espace pour que quand l'enfant ou le parent viennent, se disent ah ouais, c'est un peu comme à la maison et on est bien ici. Et après sur les outils.
les outils de l'EJE qui sont quand même aussi un peu différents sur tout ce qui est la musique, sur la lecture enfantine, sur les comptines, tout ça qui marche énormément avec ces enfants-là et que du coup, ben forcément mes collègues avaient moins en tête. Voilà. Et pour ceux qui voudraient prendre un poste de ce type, c'est quoi les qualités selon toi? Comment on réussit un entretien? C'est quoi qui nous démarque? Déjà sur tout ce qui est l'ouverture d'esprit, la patience, forcément. L'empathie, parce que c'est vraiment un boulot quand tu as ces parents-là en face de toi, quand tu as ces enfants-là, ou même le reste de l'équipe que tu accompagnes aussi au quotidien, l'empathie. Après, sur avoir déjà une vision un peu de tout ça, des maladies, de comment ça fonctionne avec les réorientations, comment ça fonctionne avec l'école ordinaire aussi, jusqu'où on va des fois pour les mettre ou pas en milieu ordinaire. Moi, c'était un peu là-dessus que j'ai fait la différence. Ma chef, en tout cas, m'a dit que cette vision-là que je pouvais avoir de jusqu'où tu vas pour les inclure dans un milieu ordinaire, alors que des fois, ça peut être toxique. Elle, c'est ce qui lui a beaucoup plu, de pas être dans un monde des bisounours. Ouais. Donc, voilà. C'est pour moi les gros trucs, quoi. Et puis, un jour, tu as eu l'occasion de travailler en hôpital de jour. À quel moment? Et donc, tu as laissé tomber la ludothèque. Enfin, comment ça s'est passé du coup? Alors, en fait, la ludothèque, c'était un remplacement de congé maternité. Donc, j'étais vouée à partir, du coup, puisque celle que je remplaçais allait forcément revenir de son congé maternité. J'allais pas la laisser dehors jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc, forcément, j'ai été un peu mise dehors à la suite. Et quelques mois après, une offre d'embauche pour un poste d'éducateur de jeunes enfants en pédopsychiatrie à Paris. C'était pour un poste à temps plein. Donc je me dis bon, bah même si je me plais beaucoup dans le SSR, j'y vais, on sait jamais, ça me fait une expérience, j'essaye de rentrer là-dedans, je peux peut-être négocier un mi-temps, essayer de voir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et donc je passe un entretien d'embauche en leur expliquant ma situation. Du coup, sur le poste qu'ils proposaient, ils m'ont rappelé en me disant, bah écoutez, vous avez été notre coup de cœur, mais on a préféré prendre quelqu'un, ouais, c'est des jolis mots, hein, prendre quelqu'un qui avait déjà de l'expérience en pédopsychiatrie, ce qui s'entendait, hein, mais on garde votre CV sous le coude, on sait jamais. Donc ça, c'était en décembre. Et en janvier, on m'appelle en me disant, bah écoutez, vraiment, on a gardé votre CV là, et là, on a un infirmier qui doit partir. C'est un mi-temps. Est-ce que ça vous dirait de venir à mi-temps remplacer l'infirmier sur l'hôpital de jour pédopsychiatrique? Allez, go. Voilà. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'aventure, en fait. Et ils sont pas situés au même endroit. Le SSR, alors pour un peu situer, donc moi j'habite sur Tarbes. Le SSR est sur Pau, la grande ville d'à côté, et l'hôpital de jour pédopsychiatrique est sur Lannemezan, donc de l'autre côté. Donc Petit. j'habite entre les deux, mais je me tape entre 45, 30 minutes pour la psychiatrie et 45 minutes pour le SSR pédiatrique de route. Ça va. Et qu'est-ce qu'il y a de différent du coup entre ces deux lieux du coup? La pathologie, déjà, parce que sur le SSR, c'est du moteur, c'est principalement du moteur qu'on rééduque, alors qu'en psychiatrie, c'est du handicap psy, forcément, d'où son nom, psychiatrie. Donc déjà sur la pathologie. Le fonctionnement d'équipe aussi est très différent. Tu vois, sur le SSR pédiatrique, du coup, c'est une très grosse équipe puisque on a 4 ou 5 kinés, les psychomotes, la psy, toutes les infirmières, les aides-soignantes. C'est une grosse équipe. Mais comme on est réparti par service, en fait, dans ton service que tu gères, ben, t'es des fois un petit peu seul et t'as ce rôle de aller voir un peu tout le monde pour être sûr que le planning de l'enfant corresponde et tout ça. Alors qu'en psychiatrie, c'est une plus petite équipe. Là où je suis actuellement, du coup, on est en gros 6 équivalents temps plein. Mais Ouais. du coup, ben, ça va plus vite pour prendre des décisions. Parce qu'on se dit sur le moment, allez, hop, on veut faire ça pour l'enfant. Ben, le lendemain, c'est mis en place. Que sur le SSR pédiatrique, des fois, il me faut plus de temps pour que tout remonte tous les échelons et mettre un truc en place dans le planning de l'enfant. Par contre, du coup, c'est pluridisciplinaire, mais moins parce que en psychiatrie, je suis principalement avec des infirmières. Ok. Alors, on a une psychomote, on a aussi une psychologue, une institut spécialisée, mais elles sont pas là tout le temps. On a une orthophoniste aussi qui est là de temps en temps. Mais en tout cas, sur le noyau de l'équipe avec qui je suis au quotidien, c'est des infirmières. Alors qu'au SSR, je vois tout le temps tout le monde, les kinés et compagnie, quoi. Ouais. Et du coup, t'arrives à t'y retrouver entre les deux établissements.
Tu te perds pas dans tes missions. Comment ça, comment t'as, on va dire, à passer de l'un à l'autre? Alors, c'est toute une gymnastique. Ça a ses points forts quand même parce que quand tu quittes un lieu et que tu le retrouves quelques jours après, ben, tu as ce regard neuf, tu as pu un peu lâcher tout ça, prendre du recul. Donc, c'est quand même une force aussi de se dire, ben, je suis pas H24 avec ces enfants-là et du coup, je peux plus facilement prendre du recul. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais quand tu veux t'investir dans quelque chose, ben c'est un peu frustrant parce que c'est compliqué d'aller au bout de tes projets parce que t'as pas le temps, t'as moins de temps, que t'es pas là tous les jours. Et notamment, alors en psychiatrie encore ça va au vu du fonctionnement d'équipe sur le SSR pédiatrique où ben j'ai des enfants en référence où il faut que j'écrive les synthèses éducatives des enfants. Ben, c'est plus compliqué parce que j'y travaille que 2 jours parce que je fais des journées de 9 heures en continu. Donc du coup le mi-temps en 2 jours il est fait. Ouais, c'est des grosses journées. Toutes mes journées sont en continu, sans pause. Je mange avec les enfants. Mais on se fera la journée type après. Mais voilà. Le soir, tu rentres, t'es fatigué, c'est super. Ouais, tu te vider la tête. Donc, il y a quand même ce côté, ben, tu vois, quand je fais les synthèses des enfants, où là, il y a un enfant, par exemple, où je bosse beaucoup sur mettre en place des repas pour que progressivement, ils puissent retrouver du lien social pour qu'à terme, ils partent en IME. Sauf que le problème, c'est que j'y suis le lundi, je commence à y bosser, j'ai pas le temps à la fin de ma journée, je reviens que le vendredi, et ben, ça va pas forcément avancé, et du coup, ben, au lieu de le mettre en place le lendemain, ben, il me faut presque 2 semaines, quoi. Donc, c'est un peu frustrant et agaçant des fois, mais ça a aussi son côté positif de prendre du recul, quoi. Ouais, ce poste, il a vraiment raison d'être, du coup, en ce sens-là, ou je Je pense. parle hein, pas de tes fonctions, hein. Est-ce que ça fait sens quand même? Est-ce que il y a un suivi? T'arrives à avoir un suivi? J'arrive à avoir un suivi, mais c'est très compliqué. Clairement, sur du long terme, c'est pas possible. Là, en fait, il y a une histoire. En gros, c'est que sur le SSR pédiatrique, on attend le départ à la retraite de quelqu'un pour me passer à temps plein. Et en fait, ils avaient que le budget pour un mi-temps, mais ils voulaient quand même que le JE soit déjà dans l'établissement. En fait, je suis arrivée à la suite d'un départ à la retraite d'une JE. Une monitrice éducatrice voulait prendre ce poste en fin de carrière sur ces 2 dernières années avant la retraite. Et donc, ils m'ont pris à côté, en attendant que elle parte, pour qu'il y ait toujours le JE et qu'il y ait toujours finalement l'intérêt d'avoir une JE dans l'établissement, pour qu'ensuite je bascule sur le temps plein. Après, il faut savoir que les deux établissements m'ont proposé un temps plein pour la rentrée de septembre. Alors là, tu vas faire à pile ou face, tu vas faire une enchère, comment tu vas faire ton choix en fait, clairement. Ça fait des semaines et des semaines que ça me travaille. J'ai dû faire la liste des pour et des contre, des points communs, des différences. Il y a autant de points dans les deux. Les enchères montent, c'est sympathique. Mais mon choix est fait. Tu vas aller où? Voilà. On a le droit de savoir ou au cas où ils nous regardent, faut pas leur dire. Au cas où, on va attendre parce que je l'annonce officiellement demain. Donc Ah d'accord. voilà. Ah, c'est le teaser. Attention, demain, Adeline fait son choix de va faire pleurer un de ses patrons et elle va faire voilà, faire la fête avec le second. Tout à fait. Ouais, bah, Mm. tu me diras, tu mettras une story, je la rebalancerai ou un truc comme ça. Sympa la liste pour et contre, je fais ça aussi. Ouais, ouais, bah c'est sympa. Peut-être ça va se jouer aux collègues, hein, là, les filles, les collègues, filles et garçons, il va falloir un peu, je sais pas, ou assurer sur les petits cadeaux pour qu'elles restent. Moi, je pense qu'il y a moyen de se faire pas mal. Ça peut être intéressant. Du coup, tes journées ressemblent à quoi? Ta journée type, enfin, quand tu te lèves le matin, un jour sur deux, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Bon, il y a des choses quand même un peu identiques entre les deux. On va commencer par le SSR pédiatrique. Alors, je travaille que en journée, mais il faut savoir qu'il y a des éducs aussi d'après mes soirs. Donc, moi, je fais 8h30, 17h ou 17h30 pour le jeudi, le vendredi, pardon. Et il y a une autre éduc qui arrive. Alors, pas le vendredi. Le vendredi, je suis toute seule. C'est vraiment un jour particulier, mais le lundi et les autres jours, normalement, tu as une autre éduc qui fait midi 21 comme ça, qui est avec toi pour le repas et qui fait le soir. Donc moi, j'arrive à 8h30 le matin.
Le matin, c'est s'occuper des petits déjeuners de ceux qui dorment dans l'établissement parce qu'on a de l'hospice de jour, mais on a aussi de l'internat sur de plus ou moins longtemps. Donc les petits déj pour ceux qui sont internes, c'est accueillir ceux qui arrivent pour la journée ou alors le lundi matin ceux qui arrivent pour la semaine aussi de la maison. Donc faire tous les petits accueils, vérifier tous les petits mails, tout ça. Et après, on fonctionne en fait avec des ateliers. Donc de 10h à 10h45 et Oui. de 10h45 à 11h30, je suis en musique. J'ai 2 groupes musique, forcément, où je suis en binôme avec, même en trinôme maintenant, avec une collègue EduxP et avec l'orthophoniste. Ça permet de travailler un peu autre chose. Donc on fait de la musique ou concrètement pour expliquer, parce que c'est sympa de savoir quand même, on a une petite chanson pour. Alors on fait beaucoup de signes parce qu'on travaille la communication adaptée. Donc on fait pas la langue des signes, on fait le makaton. Donc c'est adapter la langue des signes pour que ce soit quand même un peu plus simple et plus en tout cas que tout le monde puisse l'utiliser. Par exemple, tout bête, mais le bonjour et le merci en langue des signes, c'est au même endroit. Donc nous on dit bonjour comme ça pour séparer le merci et le bonjour. Donc du coup, c'est faire des chansons, des comptines en makaton. Du coup, c'est beaucoup de chansons sur les animaux. Comme ça, on leur montre aussi des photos des animaux. On travaille beaucoup là-dessus. Il y a toujours un moment où on fait un peu le bazar, où ils ont tous des instruments et hop, c'est la fête. Comme ça, ils travaillent un peu leur motricité. Et on finit toujours avec un petit moment zen avec mes petits instruments fétiches. Non, parce que je t'ai tout pris là. J'ai la tiraille. Moi, je veux bien entendre un truc. C'est quoi? Comment ça s'appelle déjà? Kalimba. Ah oui, ou Kalimba. Oui, je veux. Vas-y, vas-y. Pour terminer le live en douceur. Ok, on terminera le live en musique. Donc, il faut rester avec nous hein, jusqu'au bout. Ah, ça va être trop bien. Donc voilà, petit atelier musique où je finis toujours un peu donc avec un moment zen où certains ronflent, c'est super. Voilà. Après c'est le temps de repas, tu vois, où c'est accompagner ses enfants au repas, dans l'autonomie pendant le repas. Il y en a qui peuvent manger tout seuls, mais des fois il faut couper, il faut mettre certaines cuillères plus adaptées, d'autres qui mangent très très bien tout seuls, d'autres qu'il faut accompagner au repas, qu'il faut nourrir. Donc, comment on travaille quand même un peu tout ça pour que le temps de repas soit un moment de plaisir et d'autonomie, où ils échangent entre eux, où ils essayent de débarrasser la table dans la mesure du possible selon leur capacité. Donc, il y a vraiment tout ce travail-là sur les repas. Voilà. Après, il y a un temps après manger du coup où il y a les changes des enfants qui ont besoin d'être changés, soit de par l'âge ou de par le handicap. Donc là, c'est un moment aussi que j'aime bien, tu vois, avec les soignantes, d'être en binôme pour aller changer la protection d'un enfant, parce qu'il y a plein de choses, comme quand on change un bébé finalement dans une crèche, il y a plein de choses qui se passent sur le lien à ce moment-là. Donc c'est super intéressant. C'est un petit temps aussi où je peux boire un petit café, ça c'est sympa. Alors, une pause. Ouais, parce que ça, c'est pas toujours évident de pouvoir se poser. On est tout le temps là pour les enfants. Et après, tu vois, l'après-midi, par exemple, le lundi, j'ai un groupe d'activités manuelles où on fait de la peinture, du bricolage, des choses comme ça. C'est super sympa. Il y a certaines photos que tu as mis d'ailleurs dans le teaser qui sont de cet atelier. J'ai un groupe motricité aussi. Il y a pas mal de groupes comme ça où on est en binôme, soit avec un kiné, moi là, c'est avec une psychomotricienne. Donc, on va travailler un peu l'apprentissage de la marche ou ce genre de choses avec les enfants, des jeux de ballon, tout ça. Après, il y a le temps de goûter parce que c'est important de goûter quand même. Un peu sur le même principe que le repas. Donc voilà, en gros, ma journée type, il y a des ateliers le matin, l'après-midi, des temps de repas par-ci par-là. Le vendredi, ce qui va changer, c'est qu'au lieu de faire de la musique, je fais du conte sonore. Ouais. Donc je raconte des histoires, soit tirées de livres, soit que j'invente, et où je rajoute pas mal de sons pour vraiment, c'est à la limite avec le conte sensoriel, mais je me fixe vraiment sur le sonore, parce que ça leur parle vachement aux enfants. Et des fois, ça peut être faire de la pâtisserie aussi avec ces enfants-là, ou aller en salle Snows Hélène aussi pour se relaxer et se détendre, parce qu'on a une magnifique salle Snows Hélène. Oui, c'est là où j'avais vu la fontaine à bulles, enfin la tour à bulles. Ouais, super. La colonne à bulles. Colonne à bulles. Voilà, en gros, ma journée type en SSR pédiatrique, quoi. Et du coup, ta journée type en hôpital de jour.
Alors, en hôpital de jour, finalement, c'est presque pareil. Alors, c'est des enfants qui viennent que à la journée. Donc, le matin, il n'y a pas de petit déjeuner. Quand on arrive à 8h30, par contre, c'est les accueillir le matin, quand ils arrivent avec les taxis ou des fois avec les familles, mais c'est principalement avec les taxis. Parce qu'il y a tellement d'allers-retours des fois, parce qu'ils sont pas là toute la journée. Parfois, ils vont aller à l'école, ils vont revenir. Donc, du coup, on voit principalement les taxis. Donc, ils viennent le matin, c'est pareil. Il y a des ateliers aussi qui sont proposés le matin et l'après-midi. Pas toute la matinée ni toute l'après-midi. Il y a beaucoup de temps aussi où ils vont jouer librement sur le lieu de vie ou dans le jardin. On joue beaucoup au foot, c'est chouette. Aujourd'hui, on a joué au volley, tu vois. On a fait du volleyball pour changer parce que sinon, c'était la guerre au foot. Donc, c'est sympa. Et après, il y a un repas thérapeutique le midi. Donc, on mange là aussi avec les enfants. Là aussi, il y a plein de choses qui s'y passent sur mettre la table, débarrasser la table, respecter les règles de vie commune, ce genre de choses, quoi, échanger. Et il y en a certains qui, de par la pathologie ou de par l'autisme ou autre, ont du mal avec certaines textures, certains goûts. Donc, on travaille aussi tout ça sur les repas du midi, quoi. Ouais. Voilà. Après, en gros, en termes de d'activités, il y a pas mal de choses qui se passent. Tu vois, on fait des activités marionnettes. Où, du coup, c'est un peu comment tu imagines quelque chose, comment tu arrives à le retranscrire, à fabriquer une marionnette et après à la faire vivre. Et donc, souvent, ils racontent des choses qui se passent chez eux, de leur quotidien ou des peurs ou des choses comme ça. Donc, c'est hyper intéressant. Alors, c'est des activités qui sont quand même thérapeutiques. Donc, ils vont forcément travailler le trouble en psychiatrie. Alors que, tu vois, sur le SSR, oui, je vais en profiter sur l'activité manuelle. Ben, si la maîtresse elle me dit que elle fait du graphisme, ben je vais aller faire de la peinture avec un petit pinceau. Mais pour autant, c'est beaucoup de plaisir pour l'enfant, du plaisir et voir ses capacités, se les prouver à lui-même et aux parents. Alors que sur la psychiatrie, c'est plus rééducation du trouble psychiatrique. Donc les marionnettes, concrètement, ben voilà, d'imaginer, de revivre des choses. Après, on a par exemple le journal découverte le mercredi matin. Donc, on va se balader au milieu des montagnes et après, on redessine ce qu'on a vu, ce qu'on a retenu. Donc, c'est aussi comment tu te comportes dehors parce que certains enfants peuvent être enfermés toute la journée. Donc, être dehors comme ça, voilà. On fait des cabanes le mercredi après-midi dans la forêt. Ouais, Ça, vous c'est n'avez chouette. pas d'espace extérieur pour vous, du coup. Alors, on en a un, mais on sort beaucoup de l'institution aussi, tu Ok. vois, pour essayer de voir autre chose et voir comment ils se comportent en dehors. Parce que dans le jardin, ils savent que c'est le jardin de l'institution. Et il se passe pas les mêmes choses que quand tu vas dans un parc ou ce genre de choses, quoi. Ok. Donc ça, le jeudi matin, par exemple, on fait habileté sociale, principalement avec des enfants atteints d'autisme sur comment se comporter en société, comment repérer ses émotions et celles des autres et les gérer pour pouvoir s'adapter à la personne en face. Ben, si elle est en colère, tu vas pas aller lui dire bonjour et enfin voilà, il y a des façons de se comporter. Le jeudi après-midi, je fais de l'équithérapie. C'est fabuleux. Ah ouais? Et comment tu fais? Alors moi, je fais pas vraiment, mais en tout cas, on va dans un centre équestre et c'est. Voilà. Alors j'ai essayé de négocier pour monter sur le poney, mais l'enfant que j'accompagne ne veut pas me le prêter. C'est normal. Donc du coup, c'est beaucoup le travail de prendre soin de l'animal, prendre soin de soi, le côté moteur aussi de grimper dessus, de rester debout dessus, stable et tout ça. Donc voilà, c'est des petits temps comme ça. Il y a beaucoup de temps de récré dans la journée. Le goûter aussi, c'est très important. Donc voilà. Euh, du coup, au niveau des troubles psychiatriques, est-ce qu'il y a plusieurs troubles que vous rencontrez souvent ou c'est vraiment, peu importe, c'est assez ciblé ou pas? Il y a quoi comme... Un peu quand même. Donc il y a pas mal d'autisme. Mhm. Du coup, tout type d'autisme, je vais y arriver. La journée était longue. Il y a tout type d'autisme. Après, on a aussi pas mal de pathologies du lien. Des enfants qui, le lien d'attachement, au début, c'est pas bien fait ou de façon toxique. Et ce qui a entraîné d'autres troubles derrière, des troubles du comportement, des troubles alimentaires ou des psychoses. Donc, on en a beaucoup qui sont atteints de psychoses, qui peuvent avoir aussi des hallucinations auditives et visuelles, beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Voilà, il y a beaucoup de. C'est principalement des pathologies comme ça, quoi. Ok. C'est quoi les valeurs qui guident ta pratique dans les deux, enfin, en général? En général, Dans- euh, sur vraiment les
grosses valeurs. Alors il y a tout ce qui est l'écoute, tout ce qui va être l'optimisme aussi, beaucoup. Pour moi, c'est vraiment au quotidien et c'est l'optimisme. Ça, c'est ma grosse valeur au quotidien. L'enthousiasme aussi, parce que pour ces enfants-là, si c'est pas toi qui leur amène ce petit grain de folie, ce petit élan de vie, ben comme ça en fait ils s'y raccrochent et eux aussi vont pouvoir vivre ça et amener ça dans leur quotidien. La justice fait partie de mes valeurs aussi qui guident. J'aime pas l'injustice, j'aime pas me dire ben mince ce gamin, non c'est dans tel type d'institution qu'il doit aller, s'il va dans tel type c'est maltraitant pour lui. Ben jusqu'où on se bat pour que l'orientation elle soit bonne pour cet enfant et qu'il ait un vrai avenir quoi. Et la bienveillance, ça c'est très important, la bienveillance avec soi-même et avec les enfants et les parents, mais aussi avec soi-même. J'ai un chat qui ronfle, c'est énorme, j'entends. Ah bon. Moi, je voulais parler du coup d'un terme, d'un terme qui est pas super gai, mais je pense que faut l'aborder aussi. C'est-à-dire que le JE, on est amené à travailler, que ce soit à l'hôpital ou en pédiatrie, en psychiatrie, avec des enfants susceptibles de mourir, ou qui on risque de mourir en tout cas. Comment tu abordes ce phénomène en fait? Comment ça se passe pour toi? Et voilà, si on peut en parler, c'est intéressant aussi. Il faut s'y préparer aussi. Donc comment ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Alors, j'ai un peu de chance, entre guillemets, ça m'est pas vraiment arrivé. Quand je suis arrivée alors là où il y a le plus de risques, c'est quand même sur le SSR pédiatrique. En psychiatrie, ça peut arriver. On a des enfants, notamment en ce moment, on en a un, par exemple, qui a pas mal de troubles dépressifs et qui, du coup, pourrait à tout moment passer à l'acte, malgré son jeune âge. Mais ça arrive quand même pas trop. C'est plus des parents en psychiatrie qui vont décéder et comment tu gères l'enfant que l'enfant vraiment. Ouais, ça aussi. Mais par contre, sur le SSR pédiatrique, c'est des choses qui peuvent arriver fréquemment de par les maladies, de par la fragilité des enfants. Alors moi, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, il venait d'en perdre un, mais moi je le connaissais à peine, donc j'ai pas été tant touchée que ça. Mais c'était beau de voir, en tout cas, le soutien de l'équipe entre elles, de pouvoir en discuter, d'avoir le soutien de la psychologue et des cadres. On a failli en perdre un quand j'y étais, un enfant auquel je suis très attachée. Parce que la fragilité fait que il a chopé un petit virus qui chez nous pourrait être anodin d'avoir une petite gastro, sauf que lui de par sa fragilité et son corps étant tellement faible en fait il avait du mal à s'en remettre. Donc on a eu très peur. Donc c'est comment tu gères cette peur dans l'équipe soignante qui est au quotidien avec eux, les parents qui se disent mince qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est en tout cas c'était vraiment pouvoir dans l'équipe en discuter, se dire bah là stop, on prend le moment pour en discuter, on essaye de se poser, d'être capable de dire que bah voilà pour moi là c'est compliqué, que parce que cet enfant j'y suis attachée ou autre. Il y a des collègues qui ont pu le dire et du coup qui ont pu passer le relais assez facilement. C'est quand même une équipe très bienveillante et où on est quand même assez nombreux, enfin même nombreuses parce qu'on est principalement des femmes. Donc faisons l'inverse, s'il y a plus de femmes, mettons tout au féminin. Donc on est très nombreuses et du coup on peut facilement se passer le relais. Donc ça c'est chouette entre les services. Et la psychologue fait un gros boulot là-dessus et elle est vraiment au top pour les équipes et pour les familles là-dessus quoi. Moi, je pensais au niveau aussi de la verbalisation à l'enfant parce que, enfin, moi, j'ai eu plus l'habitude de travailler avec l'enfant sain, donc l'enfant en crèche, voilà, qui est en bonne santé, etc. Donc c'est vrai que la mort pour l'enfant, pour le jeune enfant, c'est un phénomène qui est plutôt passager ou un peu, il y a une notion d'irréversibilité ou d'universalité qui est souvent pas acquise pour les enfants en crèche. Par contre, quand l'enfant risque de mourir, comment ça se passe? Est-ce que c'est important, je sais pas, de faire circuler une parole de vérité sur le sens de la vie, sur voilà, moi je pense peut-être le parler vrai, c'est-à-dire voilà, le désir que la vie se poursuive et que voilà, enfin c'est comment accompagner l'enfant au-delà de ses peurs et au-delà de ses interrogations. Comment, quand le pronostic vital est engagé, comment vous accompagnez les enfants euh, au quotidien dans les mots?
Alors, de toute façon, même avant qu'il y ait le pronostic vital, moi personnellement, je suis aussi dans le quand même parler à l'enfant, parler vrai. Et j'en ai certains, des enfants qui, pour l'instant, quand même, le pronostic font qu'ils peuvent encore avoir quelques années devant eux, mais ils se posent déjà la question. Certains, des fois, viennent et te disent, ben, quand t'en as certains qui parlent de métier ou de choses comme ça, qui vont te dire, non, mais de toute façon, ben, moi, peut-être que bientôt je serai plus là. Moi, ma maladie, ben, elle évolue que tellement mal que là, ça va être compliqué. Et ben, c'est en parler avec eux aussi, de dire, ben, c'est vrai. Oui, de toute façon, on va tous mourir un jour. On va tous arrêter de vivre un jour. Peut-être que toi, ça sera avant nous, parce que ta maladie fait que. On sait en tout cas à peu près quand est-ce que ça va s'arrêter, alors que nous, ça peut être n'importe quand. Mais du coup, c'est de réussir après à recentrer l'enfant sur le moment présent aussi. Et après, c'est beaucoup de soutien là, des médecins, notamment pour les termes techniques sur les maladies et pour aider un peu à se projeter sur les étapes. C'est un peu, tu vois, de dire, en tout cas, moi, quand j'en parle avec les enfants, c'est pas de leur dire, bah ouais, tu vas mourir dans 6 mois. C'est plus de dire, bon, mais voilà un peu les étapes aussi. Bon, c'est rare que ce soit 6 mois. Souvent, c'est plus, t'as quand même au moins 8 ans devant toi, quoi. Mais des fois, il y en a certains même plus. Hein. Mais c'est aussi de leur dire, ben voilà un peu les étapes qui vont se passer, autant pour lui que pour le parent, quoi. Voilà tout ce qui peut se passer dans ta vie et en même temps en leur disant que oui, des fois, ça peut s'améliorer. Parce que c'est vrai, des fois, il y a des pathologies où ça s'améliore. Et moi, il y en a un, par exemple, qui a déclaré sa maladie plus tard. Et c'était très compliqué pour lui de vivre avec sa myopathie, de vivre avec le fait que ben, au début il courait partout et que maintenant il est en fauteuil. Tu vois, c'est un gamin qui me disait clairement, bah, mes parents avant, quand je marchais, ils me sortaient et maintenant que je suis en fauteuil, ben j'ai plus le droit de sortir, donc ils aiment pas mon fauteuil. C'est des trucs très forts quand même qui prouvaient qu'il vivait très mal son handicap et qui me disaient mais je vais remarcher un jour, je vais remarcher. Et bien là, c'était de pouvoir dire, bah écoute, regarde, on voit avec le médecin et on t'explique que concrètement, toi, là où tu en es, ben non, tu pourras pas remarcher et pas lui laisser cet espoir parce que bah ouais, d'un coup, il va s'effondrer, mais on est là aussi pour l'écouter, pour le rassurer, pour l'aider à encaisser tout ça et l'aider surtout à se dire, bon, mais voilà. Concrètement, aujourd'hui, toi, t'en es là. Mais sache que c'est pas parce que tu as ce handicap-là, qu'il y a tout ça qui se passe dans ta vie, que tu peux pas faire des choses super chouettes. Et du coup, là, j'arrive avec mon ukulélé. Allez, viens, on va faire de la musique, c'est super. C'est peut-être aussi important de ne pas destituer l'enfant de son statut d'enfant à ce moment-là. Surtout lorsqu'il est en âge scolaire. Moi, quand j'avais fait mon stage à l'hôpital, je voyais que c'était vraiment, ça lui permettait de continuer à investir un certain rythme avec des désirs d'activités scolaires, etc. J'ai un chat qui veut sortir de la chambre et qui gratte, c'est pénible. Je vais le virer. J'imagine que du coup, vivre au contact de la mort, c'est une expérience assez difficile à vivre pour les familles. Ouais, j'imagine qu'au niveau, ouais, c'est une épreuve qui est un peu, voilà, on ne s'attend pas à ce que ce soit vécu par un enfant. C'est pas dans l'ordre des choses et que l'objectif, c'est que vous puissiez permettre à l'enfant de rester un enfant jusqu'à la fin. C'est ça. Et donc, heureusement, vous avez les psychologues sur place pour vous encaisser le truc aussi. Oui. Je vais ouvrir à mon chat les euh, hop là. Je vais aller lui ouvrir. Du coup, pour relancer la machine sur une note un peu plus positive, euh, je vais t'ouvrir la porte. Qu'est-ce que, si tu devais te comparer à un personnage de fiction, à qui est-ce que tu te comparerais? Eh ben, figure-toi que j'y ai beaucoup réfléchi. C'est une question qui est pas évidente. Alors, au début, j'avais pensé à Wonder Woman et on m'a dit que c'était un peu prétentieux. Donc, du coup, j'ai revu ma copie. Mon compagnon m'a dit non, non, mais là, non, c'est trop prétentieux. Et ben, tu vois, moi qui aime bien un peu le côté mythologie et ancienne, en tout cas, autant grecque que romaine et italienne, j'ai beaucoup pensé à la chimère. La chimère qui a plusieurs visages, plusieurs personnalités et qui lui permet finalement, alors je n'ai pas des problèmes psychiatriques de plusieurs personnalités, mais c'est plus dans le sens ben, d'avoir autant de casquettes, et ben ça te permet d'être dans l'empathie parce que tu vas pouvoir t'adapter à toutes les situations. Voilà. Ouais, pas mal cette idée de chimère, j'aime bien l'idée.
C'est quoi que tu préfères dans ton métier, dans tes métiers? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui te donne du peps et qui te dit waouh, c'est génial ce que je fais, j'y vais, go! Alors, tu vois, quand tu dis ton et que tu reprends en disant t'es, moi je resterai sur ton parce que je fais quasiment la même chose sur mes deux lieux de travail. Quasiment. Ce qui me fait lever le matin, c'est les enfants. C'est que c'est des enfants, que ce soit sur l'un ou l'autre lieu de travail, qui ont quand même de la joie de vivre, énormément de joie de vivre, qui du coup, te mettent d'ailleurs une bonne claque de leçons de vie au quotidien. Cette joie de vivre et de surtout de me dire que je fais quelque chose qui me plaît et où je m'y retrouve et où j'ai pu mettre les outils qui moi me plaisent au quotidien. On m'a pas forcé à utiliser tel ou tel outil de médiation. J'ai mon ukulélé toujours avec moi et de me dire que toute la journée je vais faire de la musique, que je vais travailler un peu sur tout ça et que ça me plaît. Je vais faire des cabanes avec les enfants. Ouais, c'est ce qui me fait me lever le matin. Du coup, si t'étais pas en hôpital, en pédiatrie ou en psychiatrie, tu serais où? Tu voudrais aller où? Alors, il y a plusieurs choses. La ludothèque, ça m'a beaucoup plu. Mais vraiment la ludothèque milieu rural, parce que j'ai fait mon stage pas dans la même ludothèque. Quand j'étais en formation, c'était une ludothèque en plein centre-ville où il y avait du coup une autre mentalité, où il y avait ce côté, le parent devait payer pour rentrer, donc c'était plus de la consommation que de l'échange et de l'accompagnement. Donc, mais ce côté ludothèque rurale, ça m'a beaucoup plu. Et après, il y a peut-être tout ce qui est monter une MAM, tu vois, en tant que JE aussi. Je trouve que tu peux y mettre tes valeurs et ton fonctionnement de façon utopique et idyllique. Mais ça, je me vois plus en fin de carrière faire ce genre de projet, tu vois. Hmm. Et si t'étais pas EGE, c'est quoi? Musicienne? Je sais Peut-être, ouais. peut-être. Peut-être musicienne ou peut-être psychomotricienne. C'est logique, du coup on reste dans le. Du coup, bon, on a déjà parlé un peu des difficultés, mais est-ce que toi, tu vois des difficultés un petit peu que tu rencontres dans ton quotidien, que ce soit en direction des familles ou des collègues ou de l'institution en générale? Alors on va commencer par l'échelle de l'institution et notamment de l'équipe. Sur l'équipe, sur le SSR pédiatrique, au début c'était compliqué parce que j'étais pas forcément attendue en tant que JE puisque je suis actuellement, j'ai un peu toute tranche d'âge, mais je suis principalement sur un poste d'EduxP parce qu'il y a vraiment un service où il y a des tout petits, mais où je suis tout le temps finalement et où je m'occupe de ces enfants-là. Mais concrètement, il y a un service de tout petits où il y a le JE où je ne suis pas vraiment attitrée. Et du coup, d'être avec d'autres collègues qui disaient mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là, avec des plus grands et tout ça. Au début, c'était compliqué et en fait, ça a été en plus en étant là que 2 jours par semaine. Donc ça a été un long travail de dire mais non, mais regardez, je fais des trucs super chouettes, je mérite d'être là. Et aujourd'hui, je trouve plus de problème avec ça puisque même quand on a parce qu'on a des prématurés aussi qui viennent dans les pathologies du SSR, plutôt que de rester à l'hôpital à côté, ils viennent chez nous. Parce qu'on a oui, j'ai oublié de dire, mais on a 2 studios par enfant. Donc je m'occupe aussi, parce qu'il y a certains enfants qui viennent et les parents viennent de temps en temps, mais ils dorment chez nous. Il y en a 2 studios qui permettent que les parents restent avec les enfants. Et donc, en fait, je suis repérée. Donc, quand ces enfants-là arrivent ou qu'il y a des primas ou autres, le médecin vient me chercher et dire, on a besoin d'une EJE. Donc là-dessus, c'était un gros travail au début de prouver ma place en étant là qu'à mi-temps, mais aujourd'hui, ça se passe très très bien. Après, auprès des parents, des difficultés, ça dépend des parents, ça dépend de comment eux ils vivent le handicap et la maladie de l'enfant, s'ils sont dans le déni ou pas, s'ils sont hyper preneurs de tout ce que tu leur donnes ou pas. Donc il y a des parents des fois où t'es en difficulté parce que tu les écoutes, tu discutes avec eux et tu te rends compte que pour eux l'enfant qui est sourd, qui pour toi est sourd, que médicalement c'est acté qui est sourd, et en fait le parent il te dit bah non, moi quand je parle à mon enfant il me regarde quoi, il est pas sourd, non non mon enfant il va marcher un jour. Et de Ouais. comment tu te dépatouilles avec ça. Mhm. Donc ça, des fois, ouais, ça a pu me mettre en difficulté. Après, j'ai eu pas mal de parents quand même qui étaient plutôt dans le soin, qui étaient preneurs et qui au contraire étaient ravis de me voir arriver parce que
vraiment, enfin, quand je disais que cet établissement remet de la vie dans l'enfant, moi, j'ai une maman récemment, là, ils sont partis et parce qu'elle s'est très bien remise de son post-opératoire, la petite. Mais ouais, elle m'a dit, ouais, là, je vois que ma fille, elle reprend vie. Ma fille, elle reprend le sourire, elle se remet à marcher, elle est ravie d'être là, elle discute avec les autres enfants alors qu'elle était éteinte de son accident et du coup de ses plâtres et tout ça, quoi. Donc, ouais, il y a de tout, il y a de tout. Après, ça peut être aussi en psychiatrie, des fois difficulté face aux troubles que des fois tu comprends et que des fois tu comprends pas tout à fait. Donc, comment tu t'appuies aussi sur le reste de l'équipe pour t'expliquer ces troubles. Et face aux familles, parce que en psychiatrie, il y a beaucoup plus de familles où c'est compliqué, où c'est des familles qui, elles aussi, peuvent avoir de base des troubles psychiatriques. Et beaucoup d'enfants qui sont placés en famille d'accueil ou en foyer. Et donc là aussi, c'est cette difficulté de comment tu travailles avec les familles d'accueil qui ont quand même une étiquette de professionnels mais qui sont pas professionnels comme toi tu l'es, qui sont aussi H24 avec les enfants et qui, au bout d'un moment, n'en peuvent plus, mais restent professionnels, mais bon, qui du coup, c'est comment tu travailles avec eux aussi. Et ça, des fois, ouais, ça peut être compliqué. Désolée, je suis là. J'ai deux chats, donc les deux avaient la même envie hein, de sortir, bien sûr. Ah là là, les animaux. Aïe, et je me cogne en passant. Super. Toi, tu utilises beaucoup la musique, du coup, c'est une autre de tes passions. Pour ceux qui, moi je pense à ceux qui font des dossiers de VAE sur le thème de l'éveil musical. Juste un petit point là-dessus, selon toi, qu'est-ce que la musique ça peut véhiculer à l'enfant? C'est quoi l'intérêt, l'enfant et aux familles en général? Ou qu'est-ce que ça leur procure? Pourquoi tu utilises cet outil-là au quotidien? Pour moi, ça amène beaucoup de choses. Déjà sur les émotions, c'est tout bête, mais peu importe son âge, peu importe sa culture, si tu entends une chanson, même si tu comprends pas les paroles, mais que la chanson elle est gaie, bah tu vas te sentir heureux. T'entends une chanson triste, tu vas pleurer. Et dans les films, ils jouent beaucoup là-dessus d'ailleurs. Ils peuvent te mettre une scène triste avec une musique gaie, tu vas pas pleurer, alors qu'ils te mettent une musique hyper triste, c'est foutu quoi, tu vois. Ah mais moi je tombe dans le panneau à chaque fois. J'irais même, il y a même des films que je suis allée voir parce que j'avais adoré la musique dans la bande-annonce, quoi. Je pense Mm. à Gun State, où j'étais tombée amoureuse de la musique de Froufou dans la bande-annonce, et du coup, j'étais allée voir ce film, et du coup, enfin, c'était, voilà, c'est un exemple. Mais oui, oui, on peut, effectivement, ça véhicule tellement d'émotions et de choses, la musique, c'est génial. Même des fois, t'es triste, t'as envie d'écouter que de la musique triste, et tu pleures encore plus, tu vois, genre, j'ai que des problèmes dans ma vie. Enfin bon. Mais ouais, ça véhicule vachement de choses sur les émotions. Après, même pour s'exprimer, du coup, les enfants qui ont du mal à s'exprimer, de leur faire jouer de la musique, ça peut leur permettre aussi d'exprimer leurs émotions, de dire s'ils sont tristes ou pas tristes selon l'instrument qu'ils vont utiliser et comment ils vont l'utiliser. Après, dans le côté très particulier de là où je travaille, en tout cas, il y a le côté vibration pour les enfants, notamment pour ceux qui sont en situation de polyhandicap. Ben, tu vois, j'aime bien leur poser la guitare dessus. La vidéo qu'il y a dans le teaser, la guitare est posée sur un enfant. Et c'est vrai qu'ils ressentent tout comme ça par les vibrations et ça leur apporte beaucoup de choses, du réconfort et aussi sur le travail des émotions pour cette même raison. Après, sur tout ce qui est la motricité aussi. Parce que de faire jouer d'un instrument selon l'instrument que tu choisis, ben, tu vas pas forcément travailler les mêmes choses. Que ce soit de la percu du corps, que ce soit des choses où tu as des baguettes à tenir, que ce soit des cordes de guitare à attraper, des tambours où il faut taper. Tu as tout ce côté motricité aussi, qui est vachement travaillé là-dedans. Et après, plutôt pour la psychiatrie, ça, le côté, comment tu fais pour jouer en groupe, pour s'écouter les uns les autres, pour attendre le tour de chacun son tour et ce genre de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses à travailler avec la musique. Du coup, Mininis nous dit oui, merci pour cette question. J'ai commandé un bol tibétain cet après-midi en plus. Mininis, j'attends que tu m'envoies un EGE qui travaille en milieu carcéral hein, pour un live, s'il te plaît. Ou toi, quand tu seras diplômé et que tu auras réussi ta VAE. Mais en tout cas, ça m'intéresserait grandement. Totalement, je commence un atelier mini-son et vibration. J'adore. Ouais, j'imagine que ça doit être vraiment chouette. Peut-être que nous entendrons quelques sonorités en fin de live. Dis-moi, le port du masque ou la crise sanitaire, est-ce que ça a mis à mal ton travail? Est-ce que ça a modifié ta pratique ou la communication ou la prise en charge de l'enfant? Enfin, qu'est-ce que ça a mis? Est-ce que tu as vu une différence, toi, au quotidien? Mm.
Oui, après, je pense que tout le monde l'a vu, même quand tu travailles en crèche ou autre. Forcément, tu n'as pas la même relation avec l'enfant dans ta façon de lui parler et surtout avec des enfants en situation de polyhandicap où ben, le lien, le regard, heureusement qu'il y a le regard encore avec ces masques, même si au tout début, sur le SSR pédiatrique, c'est tellement des enfants fragiles qu'on était dans un extrême de protocole sanitaire et donc en plus d'avoir le masque, on avait la visière, on avait la surblouse, déjà qu'on a une tenue de travail, le tablier, les gants. Et alors là, je te dis pas, surtout quand on a des prématurés qui arrivent et que tu dois leur donner le biberon, bah, c'est super sympa, quoi. Donc, ouais, sur le lien, la communication, parce ça va qu'on a les signes qui nous permettent de rester en communication avec l'enfant. Mais moi, il y a un enfant avec lequel je travaille tous les lundis après-midi qui, donc, est sourd. C'est celui dont je parlais tout à l'heure. Et ben, lui, ben, sauf qu'il le sait pas, que ça s'est déclaré il y a pas longtemps. Et ben, du coup, d'être face à un masque et que la personne, elle te parle, mais tu vois pas, c'est hyper angoissant. Il n'y a pas Et les inclusifs en plus. Et bien, l'orthophoniste est très, très gentille. Elle m'a offert un masque inclusif transparent pour mes séances du lundi après-midi. Et ça a tout changé avec cet enfant-là. Clairement, ça a tout changé. Mais c'est vrai qu'on sent que le lien qu'on a avec l'enfant est différent parce que tu prends tes distances, t'oses moins les toucher de par la fragilité et tout ça. Donc, ouais, ça a mis à mal quand même pas mal d'enfants qui ont, surtout ces enfants en situation de polyhandicap qui ont besoin, et même en psychiatrie, qui ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'intention, beaucoup de câlins, de contact physique. Et en psychiatrie aussi, des fois, il faut les contenir physiquement parce qu'ils partent en crise et que t'as pas le choix, il faut l'arrêter physiquement. Donc ouais, avec cette crise, avec ces masques et tous les protocoles sanitaires, ça a mis à mal beaucoup de choses. Et notamment, tu vois, sur le SSR pédiatrique, au premier confinement. Alors c'est un établissement qui est ouvert tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, par rapport à la psychiatrie où c'est fermé pendant les vacances et tout ça. Là, c'est ouvert tout le temps, H24. Et sur le premier confinement, ben, soit les parents pouvaient être en capacité de recevoir leur enfant chez eux parce qu'ils pouvaient pratiquer les soins, parce qu'ils avaient le matériel adapté, soit ils pouvaient pas. Et donc, on a des enfants qui sont restés 2 mois chez nous, non-stop, sans voir leurs parents, confinés chez nous, alors qu'ils avaient l'habitude de rentrer chez eux, soit le week-end ou tous les 2 jours. Et alors là, ouais, ça a été un coup dur pour ces enfants, pour ces familles. Mhm. Moi qui d'habitude ne bosse pas le week-end, j'y suis allée le week-end en plus pour que ces enfants, bah, ils puissent avoir un peu de vie tout le temps, quoi. Donc ouais, ça a été très compliqué à vivre quand même. Ouais, c'est. Mais pourquoi vous pouviez y aller, mais pas les parents? Enfin, ça, Parce que on avait une tenue de travail, on avait tout un protocole. On a déjà, quand tu arrives là-bas au assisteur pédiatrique, tu as une tenue. Alors, oui, parce que c'est des résidents. Ouais. et comme ils restent sur place et qu'on est les seuls, nous, à rentrer et sortir, ben, on avait prise de température. C'est plus facile de suivre tes employés que de suivre tous les parents. Même si, oui, ils auraient pu le faire pour les parents. Mais sur le premier confinement, alors maintenant, ça se fait. Maintenant, les parents peuvent venir, mais peuvent moins rentrer qu'avant. Il y a ça aussi, tu vois, le lien avec les parents, on l'a beaucoup moins parce qu'ils peuvent moins rentrer. Même avec les taxis, des fois, les taxis arrivaient, ils savaient où était le service de l'enfant. Ils venaient avec l'enfant jusqu'au service. Là, c'est à nous de faire les allers-retours et ça Mhm. coupe du lien aussi, quoi. Mais ouais, nous, on avait tout un protocole avec prise de température, avec la tenue, plus comme je disais tout à l'heure, la visière, la surblouse, le tablier, les gants, qui faisait que ben, on pensait qu'il y avait moins de risques. Et comme il y a aussi la conscience professionnelle qui rentre en jeu, ben, tu te disais, bah non, elles vont pas déconner, les pros, ça va bien se passer, quoi. Voilà. Ouais. Alors, on a mis en place des visios, mais c'était pas évident pour toutes les familles. Il y en a qui savaient pas s'en servir, il y en a qui n'avaient pas le matériel adapté. Donc ça aussi, ça a été Ouais. tout un random pour faire ça, quoi. Ouais, j'imagine bien. Après, il y aura peut-être, vous aurez peut-être vous la vaccination assez rapidement, je sais pas aussi comment ça Ça a va. été mis en place déjà. Là, ça commence au sein de l'établissement. On peut se faire vacciner au sein de l'établissement. Ouais. Ok. Bon, ça se trouve, ça va peut-être évoluer au fil des mois ici ou dans d'autres établissements où les enfants sont accueillis. En tout cas, on espère que la fin de l'apocalypse est proche, en tout cas, que 2022 sera différent de 2020 et 2021. Maintenant qu'on a fait le tour sur voilà tout voilà tes lieux de travail et tes passions, etc. C'est quoi maintenant ta vision du métier d'éducateur de jeunes enfants aujourd'hui, après tout ça? Mm. Après tout ça, ma vision, c'est quand même un métier très complet. C'est ce qui me plaît dans ce métier parce que tu es en contact avec l'enfant,
autant sur du temps de jeu et d'activité que sur des soins. Tu as aussi ce côté tout coordination du projet où ben tu vas voir un peu tout le monde, tu vas dire ben voilà, on a observé l'enfant, il a besoin de ça ça ça, donc ben, on va faire tel planning pour lui. Donc tu as tout ce côté-là de gestion un peu administrative et comment tu coordonnes toute ton équipe, comment tu appelles les kinés 3 fois par jour. Tu m'as pas donné tes heures parce que la maîtresse elle a besoin aussi de savoir les heures de kiné comme c'est prioritaire. Donc tu as un peu tout ça. C'est très polyvalent, je trouve, sur à la fois les endroits où tu peux bosser, parce que entre mes lieux de stage et les lieux où j'ai pu bosser jusqu'à aujourd'hui, ben c'est quand même un métier qu'on peut retrouver partout finalement. C'est un métier fabuleux où tu peux lier tes passions dans ce que tu fais. Pour ceux qui aiment la peinture, tu peux lier la peinture, tu peux lier la musique, la littérature, la cuisine, tout ce que t'aimes, la photographie, tu peux le lier dans ta pratique. Et ça, quand même, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire sa passion tous les jours au boulot, quoi. Ouais. En tout Mm. cas, c'est mieux. C'est quand on fait quelque chose qu'on aime, ça je dirais jamais assez. Nous arrivons en fin de live. J'ai envie de dire quels sont tes projets pour la suite, même si je le saurai demain, visiblement. Euh, Par rapport à ton choix, donc sur soit le SSR, soit l'hôpital de jour. D'autres projets éventuels? Ben, pour l'instant, c'est cela. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, de monter une maison d'assistants maternels avec les tickets EGE, c'est quand même quelque chose qui me tente vachement, mais plus tard, sur du plus long terme. Après, peut-être aller plus loin dans l'éveil musical, tu vois, me former vraiment sur, pourquoi pas, musicothérapeute, tu vois, et que ce soit une corde en plus, et peut-être que comme ça, plus tard, soit je continuerai à être à temps plein, soit je pourrais proposer aussi ces services-là dans d'autres endroits, dans d'autres institutions. En libéral. Mm. C'est d'ailleurs le sujet du live de la semaine prochaine, le GE en libéral. Donc là, on va vraiment centrer, même si j'ai déjà reçu des jeudis en libéral, là, on va vraiment centrer ce travail-là, on va vraiment nous expliquer comment on se lance en libéral. Très bien, bon, j'ai envie de dire du coup, merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez des questions, allez-y avant qu'on termine. Mais là, j'ai envie de finir le live sur. Moi, tu m'as promis au début de live que j'aurais droit encore à quelques petites sonorités, petites musiques avec ce truc. Mais j'ai déjà oublié le nom. Et puis, il y a un peu de ukulélé. Ou peut-être j'essaie de deviner un peu quelques comptines. Voilà, j'ai envie de finir le live sur cette note un peu musicale, fun et sympa. Fais-nous rêver, fais-nous voyager. On y va. Go! Alors après, pour le ukulélé, pour la petite histoire, c'est que donc je me suis mise, comme je te disais au début du live, il y a pas longtemps, parce que tu le poses facilement sur une étagère dans une crèche et que ça me permettait de l'avoir autant sur des temps de transition qu'au milieu de la journée et tout ça. Oui. Mais du coup, je dois avouer que j'ai mes anti-sèches et que je ne sais pas encore faire tant de choses que ça. Et que si tu veux t'y mettre, sache qu'avec 2 accords, tu fais pas mal de comptines. C'est plutôt cool. Ah, Mm. Mais que si tu ne les chantes pas, tu ne peux pas trop les deviner parce que c'est à peu près les mêmes accords tout le temps, tu vois. d'accord. Donc je peux te le faire, mais je ne pense pas que tu trouveras la comptine du coup. Avec 2 accords? Mm. Après, si je trouve pas, faut chanter. Peut-être que c'est une comptine que je connais pas. Ah, Si. vas-y, vas-y. Attends. Chanter. Si je te dis, tu vas me dire, ah mais oui! Oui, attends. Je sais pas. Les crocodiles. Ah, crocodiles. Ok. Ça y est, Ah. je l'ai. Très bien. Alors si, il y en a peut-être une qui est plus facile à trouver. Euh, un éléphant qui
se balancer sur une toile, toile, toile. Toile d'araignée, trouver ce jeu tellement, tellement amusant, mais tout à coup, bah, da, boum! Ouais, trop bien, j'adore. Ça rend tellement bien au ukulélé, purée. Ouais. J'ai Et envie, c'est j'ai envie simple, hein. il arrive tout de suite maintenant, tu vois, et qu'il m'enlève sur sa licorne. Pas ça? Mm. Ça pourrait. Avant de te faire la kalimba pour finir en douceur, j'aimerais aussi te présenter, parce que tu as parlé du bol tibétain. Je sais Vas-y. pas si tu connais ça. Non, je connais pas. Alors, c'est un tambour à lame métallique. C'est vrai que le métal, comme le bol tibétain, c'est un son assez particulier. Et surtout ça, alors là, c'est le plus petit, ça existe en énorme. Ça vibre énormément. Et pour des enfants, que ce soit des enfants de crèche, des enfants avec un handicap, quoi que ce soit, même pour nous, ça détend autant qu'un bol tibétain, parce que tu sens les résonances, c'est impressionnant. Alors, je sais pas si le son va bien rendre sur le live, parce que c'est particulier, le métal, mais c'est assez chouette. C'est trop bien. Voilà. Ça, t'auras découvert ça et je finis avec un peu de kalimba pour te terminer ton live. S'il y a des questions, je te laisse lire tranquillou. Il y avait une question sur effectivement là, est-ce que la formation de S a manqué à tes compétences dans ce genre de structure? On a déjà évoqué un peu, on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure justement. Mais c'est vrai que ça aurait été un plus parce que j'aurais eu d'autres éléments sur le handicap. Après, encore une fois, on se forme vachement sur le terrain et c'est déjà ce que tu disais sur d'autres lives. C'est vrai, c'est pendant les stages, pendant là où on bosse, qu'on apprend le plus selon ce qui nous plaît, selon ce qu'on n'est pas tous fait pour bosser dans tel ou tel endroit. Moi, je sais que la crèche, ça me plaît, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Je préfère vraiment le handicap. Mais on a chacun nos étiquettes, quoi. Et c'est vrai que d'avoir fait aussi avant la première année de médecine avec les cours de psychomote, avec de l'anatomie, de la psychologie, avec déjà des pathologies que tu vois en psychomote, ça aurait été un plus EduxP, mais ça m'a pas manqué tant que ça finalement. Après, ça nous formait d'aller chercher les infos, de faire des certifications, des formations autres pour toujours aller. Voilà, une seule vie suffirait pas à creuser, je pense, tous les domaines qu'on peut côtoyer, tous les types d'enfants, d'usagers qu'on peut côtoyer, tous les lieux de vie dans lesquels on peut exercer. Donc, c'est toujours super d'aller quand même au bout des choses et de continuer à nous former sans cesse. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du métier de JE, c'est que voilà, pour moi, un vrai éducateur, un vrai travailleur social, c'est celui qui va continuer quand même à se former, à aller chercher les infos ou aller à la rencontre de l'autre pour voilà, continuer d'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça où tes lives sont extraordinaires, faisons la pub quand même, parce que ça permet autant aux étudiants qui se questionnent que aux EJE qui travaillent déjà et qui se disent mais où d'autres je pourrais aller, que font mes collègues, comment ça fonctionne ailleurs C'est ça, pour réorienter mes enfants. j'en peux plus de la crèche, elles me font toutes chier. C'est ça qu'il faut partir. Non, mais même des fois, tu te questionnes sur comment ça se passe à tel ou tel endroit, comment le jeu bosse là-bas, qu'est-ce qui s'y passe concrètement pour que quand, des fois, tu essayes quand tu as des enfants que tu veux réorienter dans tel ou tel endroit, d'avoir du lien et des fois, c'est compliqué. Et c'est en ça où de rencontrer d'autres professionnels et de pouvoir suivre tes lives aussi, c'est hyper riche. Donc, merci. Merci beaucoup. Mais oui, c'est aussi pour répondre à cette quête de légitimité, mais aussi ce sentiment de ce qu'on disait au début du live, de pas se sentir à sa place, de se dire mais qu'est-ce que je fous là? Et où j'ai envie d'aller demain. Et moi, c'était très présent toujours dans ma pratique, que ce soit en formation, en stage ou en sortant de l'école. Et voilà, de dire à chacun et à chacune, voilà, on est EGE, mais ou futur EGE ou peu importe le métier, finalement, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Faut pas rester sur un échec ou sur un lieu qui nous parle pas, ou même Mm, un, que ce soit une crèche où on n'est pas bien, mais il y a tellement d'autres crèches aussi où ça se passe super bien. Et voilà, c'est important. Puis c'est vraiment c'est les rencontres qui, et aussi qui font
que voilà, notre métier est beau. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais des lives. C'est aussi pour faire voyager ce métier, le faire connaître, mais aussi pour montrer que voilà, vous n'êtes pas seul et que et il y a moyen, il y a moyen de trouver ce qui vous plaît. Et puis même quand on évolue, hein, on peut être bien un certain temps et puis après on peut aller ailleurs. Et voilà, puis c'est un métier qui tend à évoluer. Et quand je vois tous les professionnels que je rencontre à chaque fois, je me dis, mais même moi, ou les dossiers de VAE que je lis à chaque fois, et je me dis, mais c'est dingue. Moi il me donne envie de passer les formations d'ES, de moniteur éducateur. Enfin, j'apprends tellement que je me dis, purée. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que je fais ça. Donc merci beaucoup. Et allons-y pour la Kalimba Zumbida Zumba. Là, je peux te faire un truc aussi que tu peux reconnaître avant de faire un truc zen. Alors attends, faut pas que je me trompe. Ce soir. Voilà, ça Mais va. après, ce qui est bien avec cet instrument, c'est que tu peux jouer n'importe quoi, c'est toujours beau. Et donc, quand tu veux faire une séance de relax avec un enfant ou autre, ben même si t'es pas musicien, comme le tambour d'ailleurs, mais surtout celui-là, si t'es pas musicien, ben il y a aucun souci, tu peux y aller quoi. Et donc c'est super. Ça permet de te dire ben je veux faire de la relax, je veux faire de la musique, mais je sais pas jouer d'un instrument. C'est pas une excuse. Tu peux faire de la musique avec des bassines. Moi, j'utilise les objets du quotidien, des fourchettes, les tabourets, les fauteuils des enfants pour faire de la musique. Tout est support à musique. On n'est pas obligé d'être musicien. Ça, c'est hyper important. Ah bah, puis de toute façon, j'ai envie de dire, même si vous êtes mauvais musicien ou mauvais chanteur, mais les enfants ne vont pas vous juger. Au contraire, vous allez vous éclater à chanter faux ou à faire de la merde, mais eux, pour eux, ça va être génial. Donc allez-y, faites-le à fond. Et à mis vos collègues, vous se moquez de vous, on s'en fout. Mais ce que vous apporterez à l'enfant à ce moment-là, c'est ça le plus important. Les fausses notes, ils l'entendront pas. Pas pour elle. Du coup, j'ai mis des filtres pour montrer que c'était waouh, vachement bien. C'était fantasmagorique. Donc voilà. Ah, merci, vraiment, c'était top. Super chouette d'avoir partagé avec nous tout ça. C'était un live super riche, comme d'habitude. J'ai appris plein de choses. C'était merveilleux, fabuleux. Fabuleux de partager ce moment avec toi. EJE, pourquoi pas. Euh, c'était, c'est la tonalité de ce live. Merci beaucoup, Adeline. Merci à toi. Merci pour le partage. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour un prochain teaser sur le JE en libéral. Et voilà, je vous fais des gros bisous à tous, comme d'habitude. Bonne fin de semaine, bientôt le week-end. Merci à tous. Bisous, bisous. Et je vous love. Comme d'habitude, je vous love. N'oubliez pas que je vous love. Allez, bye bye.